Nous, les Borgia, devrions rester complètement entre nous. Nous devrions aussi n'avoir d'enfants que de nous-mêmes, des Borgia, toujours des Borgia. Aucune goutte de sang étranger ne devrait se mêler au nôtre. Ce qui est fascinant dans l'épopée de cette famille, c'est qu'en fait, c'est l'ascension fulgurante d'une petite famille espagnole aux plus hautes fonctions de la papauté à Rome. Vraiment, c'est la famille qui a représenté toutes les vices, toute la corruption, toute la turpitude de la fin du XVe siècle, et leur légende noire a vraiment eu un impact, a vraiment retenti voilà, jusqu'à nos jours. On le voit avec toutes les séries télé qui ont été, les films qui ont été écrits sur eux. Vous êtes les fils de la famille Borgia. J'ai foi en vos talents et votre discrétion. Partez, que Dieu vous garde. En même temps, c'est une famille, c'est-à-dire que vous et moi pouvons nous reconnaître dans ce père, cette sœur, ce frère, qui ont eu des grandes ambitions et qui ont échoué de façon tragique juste avant de pouvoir unifier l'Italie. Donc c'est vrai que nous, on a besoin, pour écrire, surtout que voilà, les livres d'histoire sont très intéressants, mais parfois les choses sont à distance, d'avoir des émotions. Et ce type de tableau suscite les émotions qui nous permettent de construire un personnage, qui nous permettent de trouver, d'aller chercher des traits de caractère, des traits dramatiques, des dialogues, des idées de scène. Ça, c'est pour avoir traité mon oncle de musulman! Et ça, c'est parce que j'ai envie de te massacrer! Arrête, Cesare, tu vas le tuer! Donc ici, on est devant les trois vues masculines d'une tête masculine de Leonardo da Vinci, et ce tableau, enfin ces esquisses m'émeuvent beaucoup parce que je crois qu'elles ont été réalisées au moment où la destinée de Cesare Borgia allait basculer, c'est-à-dire qu'un an après, il allait tout perdre. Et on voit déjà dans ses yeux, dans cette mélancolie, dans ses traits un petit peu épaissis, que son destin va prendre un tour très très sombre. Je trouve très intéressant de comparer ces esquisses au tableau d'un gentilhomme, où on voit un gentilhomme, on voit un condottiere, Cesare Borgia, dans toute sa gloire, dans toute son arrogance. Et là, de saisir le personnage au moment où tout ce qu'il a pu construire risque de s'écrouler. Je suis très émue par ses cheveux. Moi, j'ai passé 2 ans de ma vie à travailler sur les personnages des Borgia, à être très proche au quotidien de Lucrèce, de Cesare, de Rodrigo, et avoir la relique physique d'un de ces personnages, et une relique aussi emblématique que les cheveux de Lucrezia Borgia, qui ont fait rêver pendant des siècles cette blondeur, ce blond vénitien. C'est comme si elle était parmi nous, c'est comme si on pouvait la toucher ou être un petit peu avec elle, et je trouve ça vraiment très émouvant. On peut voir d'ailleurs les deux taureaux symboles de la famille Borgia sous le reliquaire. Et je trouve que c'est à la fois la plus grande gloire, la plus grande puissance et le symbole de son enfermement, de son emprisonnement. C'est-à-dire cette féminité, cette beauté, le pouvoir qu'elle a eu sur les hommes grâce à cette beauté, et tout en étant une femme à la Renaissance, et tout en étant donc prisonnière de ces relations, des relations de pouvoir dans lesquelles son père et son frère l'enfermaient ou la déplaçaient selon les intérêts, la mariaient selon leurs intérêts. L'équipe de Tom Fontana est très masculine, a toujours été assez masculine, et c'est vrai que c'était assez... je pense qu'ils ont aimé avoir une collaboratrice féminine, et donc notamment j'ai beaucoup travaillé sur le personnage de Lucrezia, et c'est vrai que l'équipe de Tom et Tom lui-même me plaisantait gentiment parce que j'étais la première française à rejoindre leur équipe, et ils présumaient que écrire les scènes un petit peu tendancieuses de Lucrezia Borgia était un talent particulier des scénaristes françaises. Donc voilà, je m'y suis collée de nombreuses fois, et c'était plutôt très drôle parce qu'on allait au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement ces scènes où sa sensualité jouait son rôle politique, etc. Et aussi montrer qu'elle a énormément souffert de ça. La Pietà m'évoque la papauté de Jules II, donc le pape qui est venu après Rodrigo Borgia, et donc son pire ennemi, qui a souvent renié les décisions et la politique de Rodrigo Borgia. Ce qui est émouvant dans cette Pietà, c'est que c'est une ébauche
Et qu'ensuite la Pietà qu'on connaît, la sublime Pietà de Michel-Ange, sera pour toujours associée au règne de Jules II. Dans cette ébauche, dans ces imperfections, il y a ce qu'on perçoit de la papauté de Rodrigo Borgia, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de presque plus sensuel, de plus matériel, que n'évoquera pas ensuite par la suite la statue achevée, qui est sublime à de nombreux égards, mais qui n'est pas cette ébauche dans laquelle on peut sentir les erreurs, les approximations, qui étaient le propre de la famille Borgia. Et ils n'ont pas achevé leurs œuvres d'art, les Borgia. Malheureusement, ils ont échoué avant. Ils n'ont pas achevé l'unification d'Italie, ils n'ont pas achevé tous leurs grands rêves. Et cette ébauche me fait penser à ça. Et Jules II sera le pape qui aura la Pietà terminée, qui aura la Pietà sublime qu'on trouvera dans la basilique Saint-Pierre. Et les Borgia auront malheureusement échoué avant.